Le 23 juillet dernier, les Espagnols se sont rendus aux urnes pour des élections législatives. Le Parti populaire, la droite, est arrivé en tête. Mais malgré le soutien annoncé de l'extrême droite, de Vox, il ne dispose pas d'une majorité suffisante pour prendre la présidence du gouvernement. C'est donc sans trop y croire que le roi d'Espagne, Felipe VI, a désigné fin août le chef de la droite, Alberto Núñez Feijóo, pour tenter d'être investi président du gouvernement par les députés. Un premier vote a eu lieu mercredi. Il a rejeté la candidature du conservateur Feijóo. Un deuxième vote s'est tenu plus tôt aujourd'hui et il a définitivement enterré ses espoirs. Il y a donc désormais deux scénarios possibles. La gauche de Pedro Sánchez peut tenter sa chance à son tour et se maintenir au pouvoir, mais au prix de nombreuses compromissions vis-à-vis des indépendantistes basques et catalans. On va y revenir. Et puis sinon, l'autre scénario, c'est que de nouvelles élections soient organisées avant la fin de l'année. Dans tous les cas, les mots sont lâchés. Chaos, instabilité, crise institutionnelle. L'Espagne semble replonger dans ses travers. Alors le pays est-il vraiment au bord de l'implosion? C'est ce qu'on va voir avec vous. Benoît Pellistrandi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes spécialiste de l'Espagne et auteur d'un ouvrage notamment intitulé « Labyrinthe catalan » publié en 2019. Alors tout d'abord un mot de cet échec de la droite à former un gouvernement. C'est tout frais, le dernier vote a eu lieu il y a quelques heures à peine au Parlement. C'était vraiment mission impossible pour le Parti populaire de l'emporter? Oui, absolument, parce qu'il ne disposait que de 172 voix. Or, la majorité absolue est à 176. Et de l'autre côté, il y avait vraiment une coalition de tous ceux qui sont hostiles au Parti populaire. Et qui... est-ce que ça va conformer une majorité pour Pedro Sánchez? C'est toute la question. Mais il est évident que le positionnement des indépendantistes catalans et basques ne pouvait pas, même à travers l'abstention, permettre à Alberto Núñez Feijóo d'espérer cette investiture. Le roi l'a désigné, sachant sans doute qu'il n'y aurait pas beaucoup de chance, mais il a voulu rester dans la tradition pratiquée qui consiste à désigner d'abord celui qui a gagné les élections et qui a le groupe parlementaire même le si on plus sait important. qu'il ne parviendra Même si pas on à former un sait qu'il ne parviendra pas, effectivement. Et jusqu'à présent, à chaque fois, ça a été celui qui avait le plus de députés qui a été désigné en premier pour tenter sa chance. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un candidat désigné ne réussit pas à obtenir la confiance. C'était le cas de Pedro Sánchez en 2019. Et donc, en effet, il avait fallu répéter les élections. Et c'est peut-être le scénario vers lequel on se dirigerait. Alors avant cela, eh bien, c'est désormais à la gauche et à ce fameux Premier ministre sortant, Pedro Sánchez, de tenter sa chance à son tour. Il va probablement être désigné par le roi, on suppose, dans les jours à venir pour à son tour essayer de former un gouvernement et d'obtenir suffisamment de voix au Parlement. Concrètement, toutefois, il ne pourra pas l'emporter sans l'appui de tous les partis indépendantistes du pays. C'est bien voilà. Ça? Exactement, c'est une arithmétique parlementaire absolument endiablée, et même diabolique. Le groupe des gauches, c'est le Parti socialiste, 122 sièges, plus Sumar, qui est la nouvelle formule de Podemos. C'est une coalition de 16 partis de gauche, 31 députés. Donc ça fait 153. Le bloc des droites, vous voyez, c'était 172. Donc qu'est-ce qui reste? Il faut aller racler tous les partis indépendantistes. Donc vous avez des partis indépendantistes basques radicaux, et EH Bildu, qui est l'ancien bras politique de l'ETA, le groupe terroriste ETA. Vous avez les deux partis indépendantistes catalans, Junts, qui représente plutôt le centre-droit, et Esquerra Republicana, qui est plutôt la gauche républicaine, qui est à gauche. Et puis, vous avez le Parti nationaliste basque, qui a toujours été un parti de gouvernement, qui gouverne le Pays basque depuis 1980, quasiment sans interruption, à l'exception de la période 2009-2012, qui est un parti de la bourgeoisie basque. Et c'est très intéressant parce que pendant le débat, Alberto Núñez Feijóo a clairement dit, a lancé un avertissement au Parti nationaliste basque en disant « Vous vous égarez complètement et vous allez, au sein du Pays basque, perdre le pouvoir parce que vous êtes dépassé par la gauche radicale. » Et donc, tout l'enjeu, naturellement, c'est de savoir quelle est l'ampleur des concessions que Pedro Sánchez est prêt à faire pour obtenir un vote favorable. Car il ne suffit pas d'avoir une abstention. Il faut vraiment qu'il ait le vote favorable de tout le monde, ou au moins que 2 députés indépendantistes de Junts votent pour lui, parce que sinon il se trouverait avec 171 voix contre 172, le bloc des droites. Donc, toute la question est de savoir quelles sont ces concessions. Alors, on en connaît au moins déjà une, qui est l'amnistie pour tous ceux qui ont été condamnés, ou pas encore, parce que c'est le cas de Carles Puigdemont. On précise, donc ces partis indépendantistes, et en particulier Junts, ont des conditions très précises pour
envisagé de soutenir Pedro Sánchez. Absolument. Parlez-nous de ces conditions très précises. Non seulement ils ont des conditions précises, mais ils ont encore augmenté la donne hier au Parlement de Catalogne. Donc les conditions... Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a deux partis indépendantistes, la gauche républicaine catalane et Junts, et que ce sont deux frères ennemis. Donc en réalité, nous pouvons penser qu'il y a une forme de rationalité indépendantiste, mais derrière, il y a une lutte pour l'hégémonie sur le camp nationaliste catalan. Premier élément. Deuxième élément, Junts est dirigé par Carles Puigdemont, l'ancien président de la Généralité de Catalogne, qui au lendemain de la déclaration d'indépendance, le 27 octobre 2017, a fui dans le coffre d'une voiture et aujourd'hui est eurodéputé à Bruxelles, en exil. Alors, certains disent en exil, d'autres disent en fuite. Et il n'a pas été... Enfin, on attend son procès, mais il n'a pas eu lieu. Tandis que les dirigeants de la gauche républicaine catalane, eux, ont été jugés, ont été condamnés, ont fait de la prison. C'est le cas d'Oriol Junqueras. Ils ont eu des condamnations qui les a interdits de briguer des postes politiques. Alors, ils ont bénéficié au cours de la législature qui vient de s'écouler de mesures de grâce individuelles, ça c'était tout à fait possible, mais maintenant Junts demande l'amnistie pour qu'en réalité Carles Puigdemont ne soit pas jugé. Et alors derrière Carles Puigdemont, il faut imaginer qu'il y a 300 personnes, des maires, des fonctionnaires, qui ont tous participé à la mise en place du référendum illégal du 1er octobre 2017. Et ça, Pedro Sánchez, il est disposé à accorder cette amnistie ? Il ne s'est pas prononcé. Avec, j'allais dire, une sorte d'hypocrisie jésuitique qu'on ne lui connaissait pas, qui consiste à dire « je ne suis pas encore candidat à la présidence du gouvernement, donc je n'ai pas à dire ce qui se passe ». Mais en fait, on sait que les négociations ont eu lieu, puisque Esquerra Republicana a même dit « nous avons vu le projet de loi ». Mais personne d'autre ne l'a vu. Junts a dit aussi qu'ils ont vu les négociations. La difficulté, c'est qu'il faut vendre ça à l'opinion publique et que jusqu'au 23 juillet 2023, le Parti socialiste était hostile à l'amnistie. Et il est absolument évident que si les chiffres de l'arithmétique parlementaire étaient différents, le Parti socialiste n'aurait pas changé de discours. Donc là, il y a un vrai problème de crédibilité gouvernementale. Et ce qui, à mon avis, est plus grave, c'est que Pedro Sánchez, au lieu de dire les choses clairement, d'ouvrir le débat sur l'amnistie, après tout, pourquoi pas, on est en démocratie, il faut des arguments, est en train en fait de le faire de façon extrêmement secrète et les gens vont le prendre comme des concessions, et vous avez utilisé tout à l'heure le mot de compromission avec les indépendantistes. Et en plus, comment expliquer un tel changement de discours ? Alors, au sein même du Parti socialiste, ça provoque quelques tensions, non pas dans le groupe parlementaire qui est très contrôlé par Pedro Sánchez, mais de génération. L'ancien président du gouvernement espagnol, Felipe González, est tout à fait hostile à cette idée d'amnistie et dit que ce serait un coup très dur porté contre l'état de droit en Espagne. Donc ça, c'est le premier prix à payer par Pedro Sánchez s'il veut pouvoir être chef du gouvernement à nouveau. Il y a un deuxième prix à payer que réclament les indépendantistes, et peut-être qu'il est encore plus cher, c'est qu'ils réclament un droit, un référendum d'autodétermination. Exactement. Et ça, hier au Parlement de Catalogne, les deux partis se sont alliés pour voter une résolution du Parlement de Catalogne qui demande clairement ce référendum d'autodétermination qui devra être organisé pendant la législature. Alors, le Parti socialiste dit non, ce ne sera pas possible. On reste en Constitution. Mais quelle crédibilité a le Parti socialiste quand il y a 2 mois, il disait que l'amnistie était impossible et qu'elle devient possible aujourd'hui? Donc on ne sait pas. Alors c'est là où, en effet, la question se pose de savoir si le pays est au bord de l'implosion. On en vient à ma question qui fâche. Est-ce que l'unité de l'Espagne aujourd'hui est menacée? Non, elle n'est pas menacée. En revanche, ce qui est menacé, c'est peut-être plus grave, ce sont les institutions démocratiques espagnoles. Il ne faut pas imaginer qu'on va assister à des phénomènes de sécession qui supposeraient même des sécessions armées. La société espagnole et la société catalane ne sont absolument pas disposées à cela. En revanche, vous avez véritablement, la Constitution est soumise à un stress test qui risque de l'épuiser définitivement. Elle a 45 ans, cette Constitution. Elle a permis la transition démocratique. Elle a permis à l'Espagne de bénéficier vraiment de 45 ans de progrès économique, de progrès politique. Mais aujourd'hui, elle est contestée. Pire même, elle est disqualifiée par les indépendantistes catalans. Et donc, si le Parti socialiste fait une alliance excessive avec ces partis, il contribue à disqualifier cette Constitution. Il faut imaginer quand même que depuis 2017, les indépendantistes catalans refusent les jugements du tribunal constitutionnel espagnol, donc on a un vrai problème, et donc on peut imaginer qu'il y a un projet de loi sur l'amnistie, le tribunal constitutionnel va forcément être saisi.
Alors on verra bien quelle sera la décision, mais imaginons que la décision soit négative, les Catalans diront, mais de toute façon, nous ne reconnaissons pas l'autorité de ce tribunal. Deuxième élément, il y a aussi, de la part des indépendantistes catalans, ils ne jouent pas le jeu des institutions. Vous avez évoqué les consultations que le roi va faire avec l'ensemble des groupes parlementaires. Il est systématiquement boycotté par les groupes indépendantistes catalans et basques. Donc il y a une partie de l'information parlementaire qui ne lui revient pas. Et plus grave, c'est que les deux grands partis de gouvernement, Parti socialiste et Parti populaire, ne se parlent plus. Et j'ai regardé avec beaucoup d'intérêt. Une alliance entre les deux, complètement exclue. Totalement exclue, tant que Pedro Sánchez est actuellement On n'est pas en Allemagne. Président du gouvernement et chef du Parti socialiste. Et le débat d'investiture a été extrêmement pénible parce qu'on a eu en réalité un affrontement d'une grande violence et, à mon avis, en partie irresponsable, puisque vous avez un pays qui s'interroge sur son identité, vous avez des groupes indépendantistes qui réclament vraiment une reconfiguration institutionnelle du pays, et les deux grands partis de gouvernement qui rassemblent à eux deux 65% des voix sont incapables de parler entre eux. Une dernière question, vous n'êtes pas Madame Irma, mais votre prédiction, c'est qu'on repart vers de nouvelles élections courant janvier? Alors, j'ai longtemps parié pour ce scénario, parce que mon hypothèse, c'est que Carles Puigdemont, le président de Junts, est un homme instable psychologiquement, instable politiquement, que si l'amnistie n'est pas vraiment complètement réglée, lui, il a une peur panique d'aller en prison. Et donc, en fait, c'est un homme qui peut, au tout dernier moment, décider de voter non pour l'investiture de Sánchez. Et les socialistes commencent à en avoir peur. Et hier, le leader des socialistes catalans, Salvador Illa, a dit « s'il faut aller à de nouvelles élections, on ira à de nouvelles élections ». Donc, c'est vraiment 50-50. Il y a de la part des socialistes vraiment l'idée de... Et Pedro Sánchez dit « mon investiture est garantie ». Mais d'un autre côté, on commence à préparer l'opinion publique à l'idée que peut-être il faudra retourner devant les urnes. Pas sûr que le résultat fondamental en soit changé. Ce ne serait pas la première fois, en tous les cas, que les Espagnols retournent aux urnes. Ça serait la troisième fois. On a eu les élections de 2015 qui ont dû être répétées en juin 2016 et les élections de 2019 qui ont lieu en avril et en décembre. Donc ça voudrait dire que la démocratie espagnole ne fonctionne plus très bien. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous, Benoît Bellistrandi, d'avoir été notre invité pour cette question qui fâche. Restez avec nous sur France 24. On se retrouve dans quelques minutes.